Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire de Rencontre avec. Et donc un webinaire qui est organisé par l'Institut l'IFJD, l'Institut Louis Joinet. Et donc je m'appelle Christian Grao, je suis directeur de recherche au CNRS et on m'a demandé de présenter aujourd'hui cette rencontre avec Jean-Pierre Massias. S'il n'y a pas de hasard si on m'a demandé ça, ça fait déjà quelques années que Jean-Pierre et moi nous nous connaissons et je suis absolument ravi de pouvoir l'interviewer. Au programme de cette interview, tout simplement, je pense que ce séminaire, il a une première philosophie qui est d'essayer de rendre familier des figures de chercheurs, de scientifiques et d'essayer de comprendre à la fois leur parcours et les logiques qui, dans leur parcours, ont pu guider leurs choix thématiques, leurs choix de carrière et d'activité, et ensuite leur façon de travailler. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire avec Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Jean-Pierre, vous avez commencé, vous êtes juriste, vous avez commencé vos études à Clermont-Ferrand et vous y avez passé un long moment, vu que je pense que vous avez dû entrer à l'université d'Auvergne en 1983 et que vous n'avez quitté cette université qu'en 2010 pour devenir professeur à Pau. Et donc, j'aimerais bien qu'on revienne pour commencer sur Clermont, sur ce que vous y avez fait, sur vos études, sur les gens que vous y avez rencontrés et voir en quoi, en fait, tout ça a pu influer sur votre parcours. Effectivement, oui, je suis né à Clermont-Ferrand, j'ai grandi à Clermont-Ferrand, j'y ai fait mes études et j'ai d'abord commencé par une fac que vous connaissez bien, puisque j'ai commencé par la faculté d'histoire et je suis passé de l'autre côté du viaduc, les Clermontois apprécieront, pour faire des études de droit. À l'époque, d'ailleurs, ces études de droit, elles n'étaient pas très, j'étais pas très motivé pour être juriste, j'étais motivé pour préparer des concours administratifs, ou plutôt mes parents étaient motivés pour que je prépare des concours administratifs. Et je me souviendrai toujours des 3 premières minutes du cours de droit constitutionnel. C'était dans un endroit improbable, puisque la fac avait des cours dans un ancien entrepôt, et c'était un monsieur qui s'appelait René Chiroux, qui était doyen de l'époque à la fac de droit, qui nous faisait cours en robe universitaire. La fac de droit avait encore des principes. Et je me suis dit au bout de 3 minutes que j'allais devenir professeur de droit constitutionnel. Ça a été un choc, et on pourrait presque dire un coup de foudre intellectuel et pédagogique. Et je crois qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir succédé au doyen Chiroux quand je suis devenu professeur à Clermont-Ferrand et d'avoir repris le cours de droit constitutionnel. Et je dois confesser que je reprends toujours mes cours de droit constitutionnel par les 2 ou 3 premières phrases qu'avait prononcées René Chiroux à ce moment-là. C'est dire si, au fond, cette anecdote, elle est assez caractéristique de mon parcours. J'ai toujours fonctionné un peu à l'admiration et à la fascination, d'abord sur des modèles pédagogiques. René Chiroux, puis quelques autres, des historiens du droit. J'ai également rencontré Dominique Turpin ensuite comme professeur de droit constitutionnel. J'y ai fait ma thèse sur l'ex-URSS. Et là aussi, la thèse, ça a été un moment compliqué parce que j'ai fait une thèse sur l'ex-URSS que j'ai commencé en 1987, que j'ai terminé en 1991, et entre 87 et 91, l'URSS avait connu un certain nombre de déboires et avait juste disparu. Et ça a mis ma carrière un peu toujours sur ce modèle-là, à la fois d'aller chercher des configurations un peu atypiques. On n'était pas très nombreux à la faculté de droit de Clermont-Ferrand à travailler sur l'Union soviétique, et d'avoir des parcours d'évolution, puisque je crois qu'on peut le dire, dans les années Clermont, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est d'être presque un enfant de Gorbatchev, parce que c'était l'époque où Gorbatchev faisait la perestroïka, il y a eu l'époque ensuite de Mandela, et au fait, on voyait un monde changer. On voyait un monde changer, on voyait le droit s'adapter à ce monde, et puis, modestement, mais fermement, j'ai décidé d'en être et de travailler dans ce domaine-là. Et donc, c'est à Clermont-Ferrand que j'ai fait mes premières armes, que j'ai fabriqué mes premiers centres de recherche, mes premières expériences universitaires et para-universitaires. C'est une ville qui a beaucoup compté, qui compte encore beaucoup pour moi. Ça a été difficile de la quitter. Je l'ai quittée pour toute une série de raisons universitaires notamment, mais j'y suis encore sentimentalement attaché.
Alors, j'ai pas encore tout à fait fini avec, Clermont et Touscoing parce que l'impression qu'on a, c'est que Clermont-Ferrand, à l'époque, était donc une ville assez particulière. En effet, il y a un parti communiste qui, au plan local, est très tiraillé entre les réformistes et les orthodoxes. Pierre Juquin est du coin. Donc, on sait très bien que ça a travaillé en profondeur les milieux politiques locaux. D'un autre côté, la fac de droit de cette époque-là est une fac de droit qui est très travaillée par la droite universitaire et notamment par l'UNI. Est-ce que tout ça a joué dans votre parcours? Et puis, la deuxième partie de cette question, c'est aussi Clermont 1, à l'époque, est aussi une université qui est très marquée par l'URSS et par la russophonie. Il y a déjà à cette époque-là ces personnes qui vont beaucoup travailler sur la Tchétchénie, Aude Merlin notamment, etc. Est-ce que vous avez eu des contacts avec ces gens-là? Est-ce que tout ça a compté? Est-ce que vous avez fait partie de ces gens qui ont transformé Clermont en une fac qui compte sur ces questions du RSS et de post-URSS? Alors, pour répondre à votre question, peut-être en deux temps, d'abord, effectivement, oui, c'était pas simple d'être spécialiste de l'Union soviétique à la faculté de droit de Clermont-Ferrand. Ça avait un côté un peu, comment dirais-je, un petit peu exotique pour certains, un petit peu diabolique pour d'autres. Ça m'a donné en tout cas l'habitude de travailler comme un minoritaire et de travailler dans un environnement universitaire qui n'était pas du tout consensuel. Et c'est important pour l'anecdote, mais c'est aussi important parce qu'au fond, quand vous êtes dans la minorité universitaire, ça a un avantage, c'est que vous êtes condamné à l'originalité. Vous êtes condamné à tenter d'aller chercher des choses que peut-être un certain conformisme intellectuel ne vous aurait pas permis de faire. Et je crois que j'ai eu de la chance de ce point de vue-là, d'être toujours en espèce d'éveil intellectuel pour tenter de trouver des choses peut-être atypiques, pour tenter au fond de justifier ma position. Il y a un peu de Bourdieu dans tout ça, dans l'idée d'être illégitime, mais en tout cas, ça stimule l'imagination. Quant au groupe de juristes que vous évoquez, d'ailleurs, c'est plutôt des politistes, Aude Merlin, mais je pense aussi à Marie-Elisabeth Baudouin, qui a beaucoup compté dans ma carrière universitaire, qui a été ma première doctorante. Il s'est trouvé qu'on a été un groupe de gens intéressés par l'URSS et la Russie, qui ont travaillé sur ces questions. On a organisé, parfois dans des conditions invraisemblables, des missions de recherche jusqu'à Yakoutsk en Sibérie, jusqu'à Stalingrad. On a été dans presque tous les pays de l'ex-Union soviétique. On dit Volgograd maintenant, Jean-Pierre, vous savez. Eh bien oui, mais moi je parle de l'oblast de Stalingrad, parce que l'oblast n'a pas changé, la région n'a pas changé. Et puis, à partir de là, on a créé un centre de recherche presque clandestin, en tout cas qui avait du mal à se justifier. Et ça aussi, ça m'a donné l'idée d'aller chercher ailleurs qu'à l'université des soutiens financiers, des soutiens intellectuels. On a rencontré la Fondation Varenne, qui nous avait déjà beaucoup aidé à l'époque. On a créé une revue, on a créé un centre, on a créé des publications. Et finalement, oui, ça a fonctionné. Et si aujourd'hui, la fac de droit Clermont-Ferrand a une réputation certaine dans le domaine du droit soviétique et post-soviétique, mais je sens que vous avez encore titillé sur l'usage des mots, c'est aussi grâce à cette époque-là. C'est aussi grâce à cette époque-là. Et ça a été un bon moment, une belle aventure intellectuelle que de tenter de survivre intellectuellement à l'effondrement de ce système pour tenter d'imaginer une analyse juridique spécifique de ces pays. Oui, c'est extrêmement intéressant. Une des questions qu'on peut se poser ici, c'est vous êtes en partie russophone, mais est-ce que les techniques argumentatives en russe, est-ce que les sources en russe ont été difficiles d'accès d'un côté et difficiles d'accès intellectuel de l'autre? Alors, elles ont été difficiles d'accès. J'ai appris le russe pendant ma thèse, mais je ne le maîtrise pas couramment. Et elles ont été difficiles d'accès, je dirais, en deux temps et pour deux raisons. La première raison, là, pendant ma thèse, on était encore à l'époque soviétique et des sources, il y en avait très peu et elles étaient extrêmement difficiles à trouver. Et au fond, une des grandes fiertés de mon travail de doctorat, ça a été de trouver 4 ou 5 articles et de mettre à jour un auteur, Victor Diablo, dont personne n'avait beaucoup entendu parler jusqu'à présent et qui avait commis 2 ou 3 articles dans une revue qui s'appelait Sovietskoye Pravo, le droit soviétique. Et la difficulté, c'était pas tant de lire, c'était pas tant de comprendre, parce que le langage était relativement formaté sur la rhétorique marxiste-léniniste, c'est de trouver. Et puis progressivement, évidemment, la Russie
est devenue, alors je n'ose pas dire un État comme tout le monde, et encore moins aujourd'hui, mais elle est devenue un État plus facile d'accès. J'ai eu la chance dans ma carrière aussi de découvrir Internet, de découvrir cette possibilité de recherche qui ouvrait un monde différent en matière de recherche. Et évidemment, après, il a fallu gérer pléthore de renseignements, pléthore d'informations. Et là encore, je dirais non seulement les sources russes se sont multipliées, certaines sont devenues très difficiles à trouver dans des langues praticables, je pense à toutes les langues post-indépendance de 91, mais elles se sont technicisées. Les Russes ont tenté de faire du droit, ou ont fait du droit de manière extrêmement technique, et ça a été un peu, comment dirais-je, un peu ma rupture avec ce monde-là, rupture intellectuelle, parce que moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé dans le droit soviétique, c'est qu'au fond, il n'était pas appliqué. Qu'au fond, le droit soviétique était un langage assez sophistiqué d'ailleurs pour incarner une réalité politique. Alors, je crois que c'est vrai pour tous les systèmes de droit, mais c'était particulièrement vrai pour le système soviétique, qui ne s'appliquait pas, le droit soviétique ne s'appliquait pas vraiment, et il fallait donc rechercher la signification de cette non-application. Et ça m'a donné un goût pour le décryptage du droit, un goût pour se dire au fond, le droit ne doit pas être analysé tel quel, ça n'avait pas d'intérêt à l'époque où je travaillais sur l'URSS, le droit doit être analysé en fonction de ce qu'il dit, ce qu'il voudrait dire, pour les raisons pour lesquelles on l'a adopté, et surtout de ce qu'il fait semblant de dire. Et ça m'a donné une perspective critique vis-à-vis du droit, une perspective de méfiance un peu, je dirais presque comme les Américains, de scepticisme juridique, qui m'a été très utile par la suite. Et à partir du moment où le scepticisme juridique est devenu un instrument peut-être plus limité pour l'analyse de la Russie, eh ben, j'ai tourné mon intérêt vers d'autres États, toujours dans le cadre de la transition démocratique, toujours dans le cadre de la reconstruction de l'État, mais dans d'autres horizons géographiques. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez quitté Clermont-Ferrand pour partir à Pau? Et on aimerait, enfin, j'aimerais, personne ne sait, plutôt moi ici, mais j'aimerais bien comprendre ce qui vous a fait quitter le pays de la truffade et aller à Pau. Et j'aimerais savoir si on sent bien, quand on lit vos listes de publications, qu'il y a une appétence pour la situation, pour le Pays Basque évidemment, on ne peut pas vous en vouloir trop, mais aussi pour la situation basque. Et vous avez écrit en 2011 un livre sur les affaires basques. Et j'aimerais savoir comment s'est opéré ce double shift, cette double transition, si vous me passez l'expression, entre l'Université Clermont-Auvergne et l'UPPA d'un côté, et entre les transitions est-européennes et quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la transition du côté du Pays Basque. Alors, ça s'est passé de manière, je dirais presque un peu paradoxale. Il se trouve que pour aller de Clermont-Ferrand à Bayonne, donc rejoindre l'université de Pau, je suis passé par Oxford. J'ai été 2 ans de suite recruté comme visiting fellow à l'université d'Oxford, dans un centre qui s'intéressait à l'URSS, mais avec le système d'Oxford, dans un collège qui s'intéressait aux études internationales, qui est St. Anthony's College. Et j'y ai rencontré, en fait, ça a été une période intellectuelle d'ouverture, de réorientation un peu. On pouvait écouter des conférences de haut niveau dans tous les domaines. Et j'ai rencontré un certain nombre de collègues basques qui travaillaient sur un événement qui était contemporain, et tout à fait contemporain, c'était la trêve que venait de proclamer ETA par rapport au conflit armé. Et je me suis intéressé, au fond, à cette question basque comme un mécanisme de seconde transition. C'était un article qui avait été publié dans The Economist à propos de Zapatero, qui disait l'Espagne connaît une deuxième transition, une deuxième étape de la transition après la transition post-franquiste. Alors il se trouve que j'avais un rapport aussi affectif important avec le Pays Basque pour des raisons culturelles et aussi pour des raisons un peu sentimentales ou familiales, puisque je crois que mon père, qui était très engagé, mes parents étaient très engagés politiquement, m'avait amené. Et la première manifestation que j'avais faite, ça devait être en 72, 73, et on criait Franco, assassin fasciste. Alors, je ne sais pas à quelle occasion c'était, mais c'était en tout cas vrai. Et je trouvais ça assez amusant, assez symptomatique que de revenir presque sur les lieux de ma première mobilisation. Et puis voilà, après, j'ai été au Pays Basque, j'ai travaillé. Ça a été une vraie révolution parce que j'ai à la fois travaillé sur des thèmes, un nouveau pays, sur des thèmes différents. Je me suis intéressé aux négociations, aux trêves, à la manière dont on faisait la paix, et j'ai trouvé que c'était assez proche de la manière dont on faisait la démocratie. Je me suis intéressé à la justice transitionnelle, qui apparaissait dans ce champ-là. Il y avait bien eu l'Afrique du Sud, mais
J'étais passé un peu à côté de l'Afrique du Sud, de la commission Vérité à l'époque, et je me suis intéressé au fond à la question des violences collectives, de la torture, et je me suis aussi, et je crois que ça a été peut-être un déclic très important, intéressé à la pratique. Toute ma période soviétique, si j'ose dire, a été une période d'analyse. La période basque, elle a été une période de mise en pratique d'un certain nombre de compétences, de connaissances, et ça a fait une nouvelle étape dans ma vie intellectuelle, et étape d'ailleurs pas toujours simple à gérer, mais très enrichissante, et qui m'a aujourd'hui conduit à être ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez été mis en présence à la fois de l'œuvre de Louis Joinet et de sa personne? Tout à fait. Il Je avait, connaissais Louis Joinet parce il avait été un des membres fondateurs ou le premier représentant de la France à une commission du Conseil de l'Europe pour laquelle j'avais travaillé, la commission de Venise, dite de la démocratie par le droit. Mais je l'avais vu de très loin, si j'ose dire. Et en venant au Pays Basque, Joinet était omniprésent dans la négociation. Il était aussi omniprésent pour la justice traditionnelle, puisque ces principes Joinet, les piliers Joinet, sont des piliers structurants de la justice traditionnelle. Et évidemment, j'ai rencontré Louis Joinet physiquement, intellectuellement, je dirais affectivement. On a été régulièrement reçus dans son appartement vers la place de la Bastille à Paris, et c'était vers la place de la République pardon, à Paris. C'était très, 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 très impressionnant. Moi, j'ai toujours beaucoup fonctionné à l'admiration. Et j'avais rencontré dans ma vie de juriste des gens totalement admirables. Je pense notamment au doyen Georges Laudel, qui était à la fois le plus grand des juristes et certainement le meilleur des hommes et le plus bienveillant des hommes pour ceux qui venaient après lui. Mais Joinet m'impressionnait, et m'impressionnait encore presque plus que Vedel, parce qu'il avait été sur le terrain. Il avait été sur le terrain, il avait négocié des accords de paix. Il avait été de ceux qui ont tenté de faire changer le droit de l'intérieur, de ceux qui ont osé dire le droit ne doit pas nécessairement être légal, il doit être juste. La réalité n'est pas ce que n'est pas ce que dit la loi. La réalité doit être modifiée par des lois qui veulent créer de la justice. Et j'avais trouvé cette attitude très très belle sur le droit, très très belle, de rebelle du droit qui m'a paru toujours très impressionnante de ce point de vue. Ouais, en fait, elle est peut-être là la rupture entre Clermont-Ferrand et Pau. C'est à Clermont, vous êtes un juriste de la norme, de la construction du discours, etc. Et là, vous passez à l'interface droit jurisprudence et donc droit pratique. Et est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait dire les choses? Ah oui, tout à fait, tout à fait. À Clermont, j'étais un juriste de la norme. Alors, j'étais un juriste de la norme. J'ai été un juriste de la norme, je crois, par compensation. On m'avait tellement dit que mon sujet juridiquement n'existait pas que je voulais trouver des normes légitimantes dans tous les aspects que je pouvais trouver. Et j'avais une espèce de frénésie de démontrer que c'était quand même un peu du droit, mais que voilà. Et puis, j'avais après tenté une approche plus intellectuelle du droit, en travaillant sur des philosophes comme Rawls, Dworkin, Rousseau, essayer de voir ce qu'il avait pu apporter au droit. Mais effectivement, le passage au Pays Basque, le passage à Bayonne, le passage avec Joinet, c'est le passage de la mise en application du droit, la pratique du droit. Au fond, ça répondait à une question, à quoi sert le droit, à quoi il peut servir. Et puis je crois que ça répondait à une frustration et une aspiration, parce que je crois que toute ma vie, plus ou moins directement, je me suis dit, les professeurs d'université ne sont pas condamnés à raconter des histoires qu'ils ne vivent jamais. Il faut pouvoir aller sur le terrain. Et c'est peut-être pour ça que j'ai arrêté l'histoire, en dépit de cette incroyable passion que j'ai pour l'histoire. Je me considère toujours comme un historien contrarié. C'est pour ça que je voue une grande admiration aux historiens. Mais je crois que d'aller sur le terrain et de pouvoir se dire à un moment que ce qu'on a appris, on va l'appliquer. On va voir comment ça marche. Et éventuellement, qu'on va voir comment ça ne marche pas. Non seulement ça permet d'être un meilleur juriste, mais je dirais presque ça permet d'être un meilleur professeur. Parce que vous allez sur le terrain, vous ramenez des choses, mais vous les ramenez à vos étudiants. Vous pouvez venir dire à vos étudiants, voilà comment les choses se passent vraiment. Et ça, je trouve que c'est très important à l'université. Alors, on ne devrait pas passer tant de temps que ça sur le Pays Basque, mais il y a quand même quelque chose qui fait que cette appétence, je dirais, pour la pratique ne vous a pas transformé en magistrat. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre, me semble-t-il, de la liberté et qui faisait que la place que vous cherchiez, qui était une place, disons, avec une certaine autonomie, est une place qui était au carrefour entre la pensée, la spéculation d'un côté et de l'autre, une certaine forme de pratique, mais une forme de pratique qui soit autonome des pouvoirs. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Tout à fait. Alors, c'est tout à fait vrai. Je crois qu'en dépit de, là encore, de l'admiration que je crois pour les magistrats, et j'en connais
très impressionnant. Joignet en était un. J'en ai été magistrat, un magistrat très atypique. C'était un magistrat très respecté, très connu. Mais je pense aussi à nos amis du pôle génocide et crimes contre l'humanité de Paris qui sont très engagés dans la lutte. Il y a un rapport très fort avec la pratique, avec les magistrats, qui est impressionnant. Mais je crois que j'ai découvert la magistrature trop tard. J'étais trop formaté à mon indépendance pour pouvoir rentrer dans ce corps-là. Si j'avais pensé que j'aurais peut-être pu accéder à cette profession quand j'étais plus jeune, peut-être j'aurais tenté le concours de la magistrature, mais au fond, je ne suis pas sûr que je suis pas sûr que ça m'aurait rendu très heureux. Je suis très admiratif de ce qu'ils font par certains côtés. Je suis très impressionné. Il m'est arrivé de témoigner sur des procès de terrorisme dans des cours d'assises et de mesurer toute l'impression et toute la dignité de la charge de magistrat. Mais oui, je tiens trop à mon indépendance. Je suis raisonnable. Je suis, du point de vue irréductiblement indépendant. Je n'arrive pas à faire ce qu'on me dit. Et surtout, quand je le fais, ce n'est pas parce qu'on m'a dit de le faire que je le fais. Voilà, c'est comme ça. Et ça a parfois beaucoup de défauts, donc autant que c'est aussi des avantages par moment. Le troisième centre de gravité, je dirais, de votre activité, après Clermont et les pays de l'Est et après le Pays Basque, il me semble que c'est, on pourrait appeler ça l'aventure africaine, si on voulait le dire, depuis maintenant assez nombreuses années, 2013, je pense que c'est à peu près ça que ça se passe. Il y a deux pays qui me semblent, quatre pays qui me semblent rentrer dans votre champ d'action. C'est d'un côté le Rwanda, le Burundi, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là, sur la façon dont vous avez étendu votre champ d'action sur ces pays? On va y revenir, bien sûr, on va y passer du temps quand on va parler tout à l'heure de cet institut que vous avez créé, si je vous connais, mais je voulais parler du terrain tout de suite. Alors, le terrain africain, effectivement, il faut l'aborder du point de vue du terrain. Parce que j'ai jamais fait d'études théoriques sur l'Afrique. J'ai dirigé des thèses, et parfois des thèses extrêmement brillantes sur l'Afrique. Notamment sur Bénin. Notamment, oui. Mais je n'ai pas abordé ça en termes de théorie. J'ai un peu abordé ça en termes de théorie de la transition, mais pas de manière assez rapide. Et c'est le terrain qui me les a fait découvrir, parce que l'Institut Joannet, et alors à l'époque ça s'appelait l'Institut Varenne, mais était devenu un acteur de terrain, où on nous demandait d'accompagner des commissions vérité, on nous demandait d'accompagner des processus de vérification des conditions carcérales, d'accompagner des femmes victimes de violences sexuelles grâce au partenariat avec le docteur Mukwege. Donc, c'est le terrain qui m'a amené à l'Afrique, et j'y ai découvert, évidemment, le terrain africain est extraordinaire, d'abord par sa richesse, par sa complexité, et c'est une très grande leçon pour un juriste français ou pour un intellectuel français de se voir confronté à un monde dont la présentation qui est faite en France est souvent simplificatrice, voire simpliste, confronté aussi à un monde exacerbé. Les formes de violence peuvent être exacerbées, extrêmement rapidement développées. Moi, je m'y suis intéressé à l'époque du génocide rwandais, je me suis intéressé à l'époque de la guerre au Kivu. Donc, évidemment, on est allé en Afrique, on est allé beaucoup en Centrafrique. Alors, ça permet, on y va désormais régulièrement, ça permet de voir les évolutions, notamment géopolitiques, la mise en place du groupe Wagner, etc. etc. C'est un monde fascinant. Que paradoxalement, je connais un peu moins bien intellectuellement, et je crois que ça me manque. Je crois que ça me manque pour totalement m'y exprimer, ou plutôt m'y exprimer globalement et dans tout ce que j'aurais envie de faire. Mais ça m'a permis aussi de bâtir des expériences considérables de transmission du droit, d'appropriation du droit, de soutien à des populations véritablement vulnérabilisées, et c'est quelque chose aussi d'important. C'est-à-dire que là, on se dit au fond que, l'Afrique, je trouve, vous ramène, pardon, même si c'est un lieu commun, vous ramène à un certain nombre de données essentielles. Et vous ramène à beaucoup de modestie quand vous êtes juriste. Parce qu'au fond, quand vous êtes juriste, vous avez tendance à penser que le droit à la santé, quand c'est inscrit dans la Constitution, c'est bien. Mais par exemple, on ne se pose pas la question de savoir s'il y a des hôpitaux, il y a des médecins, il y a des médicaments. Ben, je crois que l'Afrique, c'est ça. C'est le rapport exacerbé au réel et à des tensions invraisemblables qui montrent que le droit n'est pas inutile, mais qui vous rappellent quand même que le droit, c'est une belle machine, c'est des médicaments qui soignent des gens déjà en bonne santé. Si le corps social est très malade, le droit risque d'être relativement impuissant, même s'il faut se battre pour ça. Et je crois que c'est aussi pour ça que
que l'Afrique m'a considérablement et m'attire aussi fortement aujourd'hui. Alors, ce terrain africain, vous l'avez développé essentiellement dans le cadre de l'ILJD, je dirais. Cette expérience de l'ILJD, c'est une expérience que vous avez décidé avec les gens avec lesquels vous travaillez, notamment avec Magali Bess, vous avez décidé de le structurer autour j'ai l'impression, de 3 grands impératifs catégoriques. Le premier, c'est la recherche, la réflexion, l'enseignement. Le second, ce serait, dirons, l'expertise. Et le troisième, c'est l'action. J'aimerais bien qu'on discute successivement l'un de l'autre. Alors, sur la recherche, vous êtes un chercheur et maintenant vous êtes un directeur de recherche. Hein. J'ai compté, je me suis renseigné sur vous, c'est un boulot de policier, mais c'est un boulot que je connais un petit peu. Vous avez en tout 23 thésards Oui, sous votre direction. Et quand on regarde un petit peu les intitulés, on s'aperçoit que ils reflètent en gros toute une partie de votre travail. Il y a une thèse sur la Moldavie, il y a une thèse sur le contrôle constitutionnel en Russie, il y a une thèse sur le Bénin, une autre sur la prise en charge des violences sexuelles, et puis on s'aperçoit que il y en a encore quelques-unes autres, les plus récentes, j'ai l'impression, qui sont des thèses que je dirais moins incarnées et plus sur des sujets plus théoriques. Est-ce que je me trompe en disant ça? Tout à fait. Mon rapport à la recherche, il est effectivement de cette nature-là. J'ai d'abord encadré des thèses, et je crois que le vecteur, l'instrument de l'encadrement de la thèse, c'est un bon élément pour mesurer l'évolution peut-être d'un chercheur, parce que je trouve que la thèse, c'est la synthèse, ou c'est le lien entre l'enseignement et la recherche, entre la construction intellectuelle et la transmission. Au fond, le boulot d'un directeur de thèse, c'est de fabriquer des gens plus compétents que lui sur le sujet qu'il dirige. Et c'est vrai qu'au début, j'ai fait des thèses, j'ai encadré des thèses sur des sujets que je connaissais très bien. La première thèse que j'ai fait soutenir, je l'ai évoqué tout à l'heure, Marie-Isabelle Baudouin, c'est sur le contrôle de constitutionnalité en Russie. Alors j'ai fait moi-même ma thèse sur le contrôle de constitutionnalité en ex-URSS, en URSS et ex-URSS. Et je trouvais que c'était un boulot classique de prof que de transmettre. Ensuite, je crois que progressivement, j'ai laissé plus de liberté aux doctorants parce que j'ai compris que le monde académique nécessitait plus de liberté, plus de recherche théorique. Et puis, je crois qu'il faut faire confiance aux thésards. Alors, parfois, on se trompe, hein, mais il faut faire confiance aux thésards. Il faut leur donner, il faut accepter de diriger le sujet qu'ils demandent, alors évidemment avec un contrôle de l'erreur manifeste, parce que c'est leur thèse, c'est pas la vôtre. C'est leur thèse, c'est pas la vôtre, et c'est leur aventure intellectuelle. Vous n'êtes là que pour les accompagner. À un moment donné, d'ailleurs, les grandes thèses que vous faites, qui sont publiées sous votre direction, ce n'est pas nécessairement celles que vous avez le plus travaillé, parce que j'ai eu des doctorants exceptionnels. Quelques-uns ont fait des thèses absolument remarquables. Je pense à Marie-Elisabeth, je pense effectivement à Magali Bess ou à d'autres. Et de ce point de vue-là, vous accompagnez de loin des gens qui de toute manière ne se laisseront pas diriger véritablement parce qu'ils sont déjà très indépendants intellectuellement et qui vont faire des choses avec vous. Donc moi, mon rapport à la recherche, il est à la fois évolutif, j'ai changé d'intérêt, il est toujours considéré que c'est très important la recherche. D'abord parce que c'est notre légitimité d'universitaire. Ce qui caractérise un universitaire, c'est un enseignant qui fait de la recherche et qui normalement enseigne sur ses recherches. Et la recherche, c'est tenter de découvrir des choses nouvelles. Et puis aussi parce que la recherche, elle est extrêmement importante sur le terrain. Moi, je ne suis pas de ceux qui opposent la théorie et la pratique, les savoirs chauds et les savoirs froids. Je suis de ceux qui considèrent que, au fond, les savoirs chauds, la pratique, est très importante pour la construction d'une réflexion, mais que la théorie nous permet de la comprendre, nous permet d'éclairer des réalités, nous permet de donner un sens aux réalités. Je peux prendre par exemple l'exemple de Jacques Semelin, que vous connaissez bien. Je trouve qu'il a à la fois une connaissance très forte et très empirique et très globale des violences collectives, des génocides, mais il est capable d'en retirer une théorie, d'en retirer une analyse systémique. Et je crois que c'est aussi notre travail. C'est aussi notre travail que d'être capable de donner un sens à une réalité qui, a priori, n'en a pas. Voilà, c'est pour ça que mon rapport à la recherche, il est à la fois fondamental, mais
ne se limite pas à la recherche. Je ne fais pas de la recherche pour de la recherche. Est-ce que vous diriez que c'est ce qui fait l'essence de ce travail d'expertise que vous avez insufflé à l'ILJD, hein? J'ai l'impression que ce travail d'expertise, il s'est fait de deux façons au moins. D'un côté, vous mettez en place une sorte de formation appliquée avec ce centre de prise en charge holistique des violences sexuelles, ces écoles de droit, et puis de l'autre, cette question de la production de rapports qui me semble elle aussi avoir une visée non pas spéculative, mais cette fois-ci, en allemand dit praxis orientée vers la pratique. Est-ce que c'est comme cela que vous définiriez cette partie-là du travail de l'Institut et du vôtre? Oui, tout à fait. L'idée, c'est au fond, de partir d'une connaissance préalable qu'on a, d'aller sur le terrain pour voir comment les choses se passent. Je dirais presque à bien des égards, vérifier si la connaissance préalable qu'on avait correspondait à quelque chose ou pas. Généralement, elle correspond à peu de choses, en tout cas pour les juristes. Et ensuite, de pouvoir réanalyser la pratique avec les instruments intellectuels. Et donc, de ce point de vue-là, l'Institut pratique cette méthode. Nous venons sur le terrain en tant qu'universitaires qui connaissent le terrain. On n'est pas là uniquement pour faire des cours, mais on est là aussi pour essayer de faire en sorte que ce qu'on apprend en cours, ce qu'on enseigne en cours plus directement, puisse s'appliquer dans la réalité. Et ensuite, on essaye de le formaliser pour pouvoir partager ces expériences. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce qui se passe dans ces centres de la pratique de l'ILJD, dans cette école de droit de Bukavu et dans ce centre holistique en RCA? Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement comment les choses se passent, qu'est-ce que les gens y font et qu'est-ce que vous allez y faire? Parce que je sais que vous et Magali Bess y allez assez régulièrement. Alors, cette idée du centre de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, je dirais c'est presque l'essence ou la quintessence de ce qu'on fait à l'ILJD. Parce que d'abord, c'est un thème, a priori, qui n'était pas nécessairement le thème le plus immédiatement travaillé dans notre institut. On était plutôt sur la justice transitionnelle au sens strict du terme. Mais je dirais, on a essayé de maintenir à l'IFJD le primat de la curiosité. Le primat de la curiosité, c'est de tenter d'essayer de voir, par exemple, se poser une question et dire, tiens, si on allait voir ça, ça peut être intéressant. Comme certains historiens explorent la piste de la physique quantique, nous, on a tenté d'explorer un certain nombre de violences, les considérant comme particulièrement symptomatiques. Et donc, à partir de là, on a pris contact avec le docteur Denis Mukwege, qui était aussi une de nos idoles, enfin, en tout cas une des miennes, sur son action, son courage et son humanité. On l'a rencontré et il nous a proposé de dupliquer ou de participer à la duplication de son modèle de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles en République centrafricaine, ce qu'on a fait. Alors avec des partenaires, avec la Fondation Pierre Fabre, avec les gens de la Fondation Panzi et Mukwege, avec le soutien de l'AFP, de l'AFD, pardon. Et de ce point de vue-là, on a mis en place une expérience et ça a été très intéressant pour nous parce que on a proposé, tenté d'organiser la prise en charge des femmes dans le domaine juridique et dans le domaine socio-économique. C'est principalement Magali Bess qui gère ces questions-là. Mais on ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas transformé en organisation humanitaire. On est resté universitaire. Et on est resté universitaire parce qu'on s'est dit qu'au fond, pour que ce système fonctionne sur un plus long terme, il fallait qu'il y ait des juristes centrafricains et que ces juristes centrafricains, il fallait les former. Et où est-ce qu'on les forme? C'est à l'université. Et donc, on a fait un partenariat avec l'université de Bangui pour créer une école de droit qui enseigne aux étudiants la question des violences sexuelles pour leur permettre d'avoir les outils intellectuels pour travailler dans ces centres. Et nos meilleurs étudiants sont automatiquement stagiaires dans la clinique juridique qui a été mise en place. Donc, il y a là aussi cette interaction. On travaille sur le concret, je dirais malheureusement avec des vraies victimes. On est confronté à des problèmes de logistique, à des problèmes de difficultés matérielles, à des problèmes politiques aussi, parce que évoluer en Centrafrique n'est pas toujours simple, du point de vue de l'environnement, et non seulement ce n'était pas simple, mais ça le devient encore moins. Et en même temps, on essaye de rester universitaire dans la recherche et dans la transmission. On a fait des colloques sur ces questions-là, notamment à Paris. Voilà, on essaye d'utiliser les trois. Alors, pour reprendre cette image je crois que c'était Martine Aubry qui disait qu'il fallait tenir les deux bouts de l'omelette. Alors, il y a les trois bouts de l'omelette, parce que, en fait, ces trois éléments-là s'interagissent. Et c'est vrai que le centre de prise en charge de violences sexuelles, qui est devenu une de nos principales activités, en tout cas une des activités phares de l'Institut,
a pu ouvrir un bureau à Bangui, on est en train de l'exporter dans plein de domaines. On a été contacté par des universités palestiniennes pour mettre en place cette école de droit contre les violences sexuelles en Palestine. On évoque d'autres pistes. On est contacté aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères ou par d'autres pour travailler en Guinée ou au Tchad. Voilà, c'est l'archétype de cette démarche-là. C'est très impressionnant. Est-ce que l'expérience que vous êtes en train de faire en Centrafrique est une expérience qui va faire l'objet d'un retour scientifique dans les milieux académiques français? Est-ce que vous avez l'intention d'écrire un livre, de mettre des thésards là-dessus? Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du retour d'expérience qui se mettra en place et qui créera une sorte de plus-value scientifique ou académique? Alors, cette expérience qu'on mène aussi avec des collègues africains, hein, je pense à notre avocate Yvette Kabouo, qui a été la responsable de la clinique juridique de Panzi, de chez Mukwege avant de venir chez nous. Cette expérience, elle va être dupliquée, si j'ose dire, ou elle va être valorisée en 2 niveaux, ou à 3 niveaux. Premier niveau, on va tenter de l'exporter vers d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en place une pratique, une expertise en matière de prise en charge des victimes de violences sexuelles, qui nous permet aujourd'hui de nous tourner vers la Palestine, peut-être de nous tourner vers d'autres pays comme la Guyane, enfin d'autres territoires comme la Guyane, pour essayer de faire une sorte de réseau international de cliniques juridiques dans ce domaine-là. La deuxième valorisation, c'est en France. En France, on a créé à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour un master, on est en train de créer un master d'action humanitaire et internationale, et dans ce master, il y aura une clinique de coordination de ces cliniques-là. Ça permet aussi de donner aux étudiants français, un certain nombre de compétences sur ces questions ultra pratiques. Et puis la troisième valorisation, oui, ça pourrait être une valorisation intellectuelle. On a comme projet, mais le problème de l'IFJD, c'est qu'on a beaucoup de projets et parfois on a des difficultés à tous les réaliser, mais on a pour projet effectivement de faire un ouvrage de réflexion sur la prise en charge par le droit des violences sexuelles, parce qu'au fond, tout ce qu'on a pu voir dans les pays dans lesquels on est intervenu, c'est qu'au fond, le droit est essentiel, mais le droit est certainement inadapté. Inadapté pourquoi? Simplement parce que je considère que le procès pénal aujourd'hui, le procès classique, est évidemment très important, mais ne me paraît pas complètement adapté en termes d'efficacité à la violence sexuelle, parce que c'est compliqué, parce qu'il va falloir faire des preuves, parce que la logique même de ce genre de crime rend le procès parfois compliqué, et c'est pour ça qu'on réfléchit sur d'autres formes. Et vous voyez, par exemple, vous me disiez qu'on avait un retour d'expérience. Par exemple, on est en train de réfléchir à l'expérience de MeToo, du hashtag MeToo, et peut-être de l'analyser comme étant une forme particulière, dématérialisée, de commission vérité. On a beaucoup protesté contre le hashtag MeToo quand il est apparu en disant oui, mais c'est pas un procès, il n'y a pas de garantie d'accusation, etc., etc. Mais peut-être qu'on peut le considérer comme une vraie commission vérité. Et donc, de théoriser sur de nouvelles formes de justice transitionnelle, c'est un peu ce qu'on va essayer de faire dans l'avenir. Voilà. Donc, si on essayait de voir comment on peut faire et comment on peut faire un retour, je pense que c'est important de tenter à partir des expériences que l'on a menées, de bâtir un nouvel type d'analyse du droit en matière pour le coup, des violences sexuelles et de la justice transitionnelle. Écoutez, merci Jean-Pierre. Je pense qu'on s'achemine tout doucement vers la dernière partie de ce webinaire. Et avant d'entamer la troisième partie qui va porter sur votre expérience en Guyane, j'aimerais inviter les participants au webinaire à poser leurs questions dans le chat. Comme ça, on aura quelques questions d'avance quand tout cela va se terminer. Alors Jean-Pierre, comme vous le disiez, vous avez un terrain, un nouveau terrain, un terrain particulier qui est en Guyane. Ce terrain, il est lié à la question des homes d'enfants et j'aurais voulu que vous commenciez par nous expliquer toute cette histoire. Qu'est-ce que ça a été que cette histoire-là et voilà, et pourquoi est-ce que vous êtes contraint d'intervenir là-bas? Alors, les homes, ce sont des pensionnats chrétiens, catholiques,
qui ont été ouverts en Guyane à partir des années 1930 pour accueillir des élèves, notamment amérindiens ou bushinengue, dans le cadre de cet enseignement. Et ces hommes, ils ont fonctionné jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y en a encore un à Saint-Georges-de-l'Oyapock qui fonctionne aujourd'hui, alors même si beaucoup ont été fermés. Ils ont fonctionné de manière un peu paradoxale, parce qu'après les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été, comment dirais-je, réintégrés, enfin, ils ont été soutenus par l'État et intégrés presque dans le même type d'enseignement de l'État. Et aujourd'hui, alors il y a déjà une première écriture en 2012 d'un mémoire d'anthropologie par François Armanville, mais aujourd'hui il y a un ouvrage qui est sorti par Hélène Ferrarini qui décrit ces hommes comme étant un instrument de violence culturelle, de violence physique, de violence, comment dirais-je, coloniale ou assimilatrice. Et évidemment, quand j'ai découvert cette histoire, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé au Canada avec les pensionnats autochtones, ce qui s'est passé chez les Samis, en Finlande, en Norvège ou en Suède, ou en Australie, ou dans le Maine aux États-Unis. Et donc, ce thème, d'abord intellectuel, j'ai d'abord été invité en Guyane pour faire une conférence sur l'intérêt des commissions vérité pour les peuples autochtones, s'est transformé en un thème pratique, puisque j'ai été contacté par des organisations qui m'ont demandé, au fond, de savoir si je pensais que la commission vérité pouvait être pertinente. L'hypothèse m'a paru recevable. Je ne suis pas complètement certain encore de la nécessité d'une commission vérité, mais l'hypothèse m'a paru recevable à bien des égards. Et voilà, on a fait ce que c'est faire l'IFJD. On a pris contact avec des institutions qui nous ont soutenus, au moins au début, pour faire une enquête de terrain et pour rendre un rapport. Alors, quelles sont ces institutions, Jean-Pierre? Parce que c'est là toute la question. C'est pas la même chose d'être mandaté par le préfet de Guyane ou de l'être par le conseil. Comment s'appelle-t-il? Le conseil traditionnel? Le Grand Conseil coutumier. Oh, le Grand Conseil coutumier. Alors, je n'ai jamais été mandaté par le préfet de Guyane. Ça, je sais. Loin s'en faut. Mais j'ai été mandaté par le Grand Conseil coutumier, qui est un organe qui a été mis en place il y a quelques années pour donner une représentation institutionnelle aux peuples autochtones et bushinengue, à la communauté bushinengue. Peut-être que vous devriez rappeler ce que c'est que les bushinengue, parce que moi je l'ai appris en préparant cette interview. Oui, en fait, c'est les descendants des anciens esclaves qui se sont échappés, qui se sont rebellés. Des marrons, donc. Voilà, les marrons, et donc qui forment une communauté, alors elle aussi avec des sous-ensembles, je crois qu'il y a 6 sous-ensembles dans la communauté bushinengue, comme il y a 6 peuples autochtones amérindiens. Et donc, ce Grand Conseil coutumier m'a demandé par une lettre de réfléchir à une étude, enfin de faire une étude pour réfléchir à la possibilité d'une commission vérité. On s'est mis en travail. Le Grand Conseil coutumier aujourd'hui est plus frileux sur cette question. Je pense que ça vient certainement de son environnement institutionnel, puisqu'il n'est pas autonome de la préfecture de Guyane. Mais il n'empêche qu'on continue à travailler. On a d'excellents rapports avec toute une série d'institutions. J'ai longuement rencontré à plusieurs reprises l'évêque de Cayenne, parce que l'Église est évidemment partie prenante dans ce domaine-là. Et au fond, on a essayé de mettre en place une méthode de travail qui repose, comment dirais-je, sur 3 principes. Le premier principe, c'est que nous sommes neutres. Et au fond, l'absence de parrainage ou l'absence de soutien, finalement, est un avantage pour l'IFJD. Nous sommes un organisme scientifique qui a pour objet de réfléchir de la manière la plus neutre possible. Je dirais que la seule entorse que nous faisons à la neutralité, c'est l'entorse que faisait Louis Joinet, qui disait « Entre la raison d'État et les droits de l'homme, il faut choisir. Moi, j'ai choisi mon camp. » On essaye, nous aussi, très modestement, dans la suite de Louis Joinet, de choisir le camp des droits de l'homme, le camp des victimes, le camp de ceux dont les droits n'ont pas été respectés, quels qu'ils soient. Le deuxième principe qu'on veut mettre en place, c'est un principe d'inclusion. Pour faire ce genre de réflexion, pour faire ce genre d'études, il faut pouvoir parler à tout le monde, en tout cas, sans vouloir faire de méchante ironie, parler à tous ceux qui acceptent de vous parler. Et c'est pour ça que nous travaillons avec le collectif pour la mémoire des hommes, qui est composé d'anciens élèves qui demandent une commission vérité, mais nous travaillons également avec, je rencontre régulièrement l'évêque de Cayenne, le recteur, etc., etc. Bref, on essaie de rencontrer tous les gens, et je connais aussi, j'ai pas mal évoqué la question avec Jean-Michel Blanquer, qui se trouve être à la fois un camarade de promotion et l'ancien recteur de Guyane, avant d'avoir été le ministre que l'on connaît. Et voilà, on essaye de fabriquer une opinion qui
qui écoute tout le monde parce que dans la possibilité de créer une commission vérité, se pose la question de sa nécessité, de son utilité, mais se pose aussi la question de sa faisabilité politique. Et la France a une culture particulière et je crois qu'il faut en tenir compte. Puis le troisième principe qu'on essaye de mettre en place, c'est le principe de la réconciliation. Pour nous, la commission doit permettre une réintégration de l'ensemble des populations concernées dans une communauté nationale. Nos collègues canadiens nous avaient suggéré que, comment dirais-je, on puisse appeler ça la commission de la décolonisation. Alors, pour toute une série de raisons, on n'a pas suivi complètement ça, hein, parce que ce n'était pas très diplomatique, mais c'est aussi parce qu'au fond, si évidemment les commissions vérité sur les assimilations scolaires participent du mécanisme de décolonisation, c'est une décolonisation par agrégation, par réunification et non pas par séparation. Et alors, ce n'est pas du tout un jugement de valeur pour l'une ou pour l'autre de ces processus, mais le but de notre action, c'est de fabriquer du vivre ensemble, de permettre à l'ensemble de la communauté guyanaise, qu'elle soit amérindienne, qu'elle soit bushinengue, qu'elle soit créole, qu'elle soit d'autres origines, de pouvoir vivre dans une société réconciliée et dans une société dans laquelle les torts, s'il y a eu des torts, je pense qu'il y en a eu, doivent être reconnus pour justement permettre à ceux qui les ont subis d'être réintégrés, réintégrés dans leur dignité de citoyen français. Et je crois que c'est le but de notre action. Alors, une des questions qui se pose là derrière, c'est il y a deux choses. La première, c'est vous êtes en train de développer une théorie des commissions de vérité et réconciliation qui seraient des institutions d'agrégation et de création du lien social. Mais pour qu'il y ait création et réparation, et agrégation du lien social, il faut de la réparation, il faut des indemnisations, il faut des sanctions. Est-ce que c'est pas contradictoire avec les dispositifs que vous êtes en train d'essayer de mettre en place? Non, c'est pas contradictoire si on accepte une certaine chronologie. Je crois que, et là encore, le retour à Louis Joinet s'impose. Joinet posait 4 principes pour la justice transitionnelle. D'abord, le droit à la vérité. Les victimes ont le droit de savoir ce qui s'est passé, les gens ont le droit de savoir, et je dirais la communauté nationale a le droit de connaître, de savoir ce qui s'est passé dans ces hommes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a la justice. Si des violences ont été commises, et si la justice peut être encore compétente pour le faire, s'il n'y a pas de prescription, elles sont, il n'est pas inenvisageable que certaines actions puissent déboucher sur des poursuites. Mais je crois que là, il faut être très clair, quand on parle de violence, il faut distinguer 2 formes de violence. Il y a la violence, comment dirais-je, systémique, du système des hommes. De forcer des enfants ou de placer des enfants dans un environnement culturellement complètement différent. Ça, le droit, il va avoir du mal à qualifier ça. Puis il y a la violence commise dans les hommes par des personnes. Alors, il y a une violence latente, comment dirais-je, qui est celle du système éducatif français. Et je crois qu'il ne faut pas comparer les pratiques pédagogiques des religieuses telles qu'elles étaient avec les pratiques de l'école publique telles qu'elles auraient dû être. L'école française est une école intégratrice, mais aussi par la violence physique. Et puis, il peut y avoir des violences illégales, y compris au regard des critères de l'époque. Certains témoignages évoquent la question des violences sexuelles, d'autres non. C'est une question très sensible, c'est pour ça qu'on a consulté Jean-Marc Sauvé pour nous éclairer sur ce sujet, parce que sa commission, la SIAZ, a fait un travail absolument remarquable. Et donc, là, si le cas était avéré, il pourrait éventuellement y avoir des poursuites pénales. Ensuite, il y a la question de la réparation. Mais la réparation, d'abord, j'allais dire, pour une commission vérité, la réparation, c'est assez confortable parce que vous réparez, vous ne faites que proposer des mesures. Et on sait que la réparation, elle peut être collective, symbolique, individuelle, matérielle, psychologique aussi. Je crois qu'il peut y avoir plusieurs formes de réparation. Et puis, il y a enfin des garanties de non-répétition. C'est-à-dire, au fond, de se souvenir que la justice transitionnelle, c'est d'abord la justice du plus jamais ça. C'est d'abord la justice qui tente de comprendre pourquoi la violence a eu lieu, quel impact elle a eu, et surtout qu'est-ce qu'il faudrait faire, ou qu'est-ce qu'il faudrait tenter de faire pour qu'elle ne se reproduise pas. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Donc, ce qu'on va dire sur les enfants qui sont passés par les hommes indiens dans les années 30, 40, 50, 60, va avoir des conséquences peut-être sur la situation des Amérindiens aujourd'hui dans le système scolaire.
situation qui est extrêmement problématique à bien des égards. Et c'est peut-être aussi ça le but de la commission. C'est plutôt que de désigner des coupables, c'est d'essayer de montrer qu'il faut arrêter une espèce de chaîne de l'exclusion des enfants amérindiens dans le système scolaire, parce que ça fonctionne mal et ça produit des effets compliqués. Et ces ensembles de pratiques, d'actions, de négociations, vous avez commencé ça il y a combien de temps et de quels moyens vous disposez et quelle est l'attitude en fait de l'État et de ses représentants locaux en Guyane? Alors, on a commencé depuis 4 mois par plusieurs systèmes, des systèmes d'abord de conférences, de sensibilisation, des systèmes de missions sur le terrain. Là, je rentre il y a quelques jours d'une mission à Saint-Laurent-du-Maroni et à Walaya-Limapo, donc rencontres sur le terrain, des conférences qui se transforment très vite en focus group et qui permettent d'intégrer un certain nombre de données, des témoignages individuels aussi que l'on requiert, évidemment l'étude de la littérature pertinente. Donc, la rencontre aussi avec un certain nombre d'officiels. On va parler de la rencontre que j'ai pu avoir avec l'évêque de Cayenne à ce point de vue-là. Donc, les choses avancent. Alors, on n'a pas des moyens considérables. On est d'ailleurs en relation avec plusieurs institutions pour du financement. Mais on croit que les choses avancent bien et on pourra rendre un rapport qui sera certainement pas ni exhaustif ni absolu, mais dans nos sciences, de toute manière, il n'y a pas de vérité absolue. Mais je pense qu'il y aura un rapport quand même qui sera correct, sérieux et intéressant à bien des égards. La relation avec les autorités publiques, elle est, comment dire, elle est contrastée. Nous ne sommes pas nécessairement considérés comme les bienvenus par les autorités publiques locales, pour des raisons qui leur appartiennent, puisque on est plutôt considéré comme traitant politiquement un problème politique, ce qui me paraît un peu excessif. Mais de l'autre côté, on a des bonnes relations, on a des relations cordiales, en tout cas d'écoute mutuelle avec les ministères, avec d'autres acteurs, avec un certain nombre d'élus parlementaires. Bon, je dirais globalement, malgré ces difficultés, les choses avancent. La justice transitionnelle n'est jamais un long fleuve tranquille et à étudier et surtout à pratiquer. Et donc, je crois d'ailleurs que c'est une des missions principales qu'on est en train de s'assigner, c'est d'expliquer ce que c'est et de rassurer. Je comprends, même si c'est un peu contre-productif, que l'on puisse être inquiet de la justice transitionnelle, qu'on puisse dire, bien, on va ressortir des vieux dossiers, il va y avoir des demandes d'indemnisation, on va accuser l'État, etc. Il y a toute cette logique sur la repentance. Et on voit ça comme une entreprise de déstabilisation. Moi, je reste à penser que c'est une entreprise, au contraire, de stabilisation, de pacification. Et dans notre démarche, on essaye d'avoir une démarche la plus pédagogique possible pour convaincre les gens que ce qui se fera, peut-être, ne sera pas de la destruction, mais au contraire de la reconstruction. Et que tout le monde a intérêt. Tout le monde a un intérêt à ce que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Alors que je ne suis pas tout à fait sûr que tout le monde puisse comprendre votre propos et je pense que l'une des expériences que vous faites est une expérience, on va dire, d'adversité institutionnelle, qu'elle soit light, et justement, qu'elle soit light en France ou en Guyane, qui est française. Comment est-ce qu'on la gère? Comment est-ce qu'on gère les différents niveaux d'intensité de cette, disons, d'adversité institutionnelle? Comment est-ce que vous gérez, par exemple, en République centrafricaine, vos rapports avec l'État d'un côté, mais aussi avec les acteurs non officiels, comme est-ce que vous avez des rapports avec Wagner? Est-ce qu'ils représentent un danger, etc. Alors, évidemment, bon, la tension institutionnelle n'est évidemment pas la même en Guyane et en République centrafricaine. Mais je dirais que la République centrafricaine nous a armés pour la Guyane dans la mesure où on est habitué à travailler tout seul, on est habitué à travailler sans avoir nécessairement besoin d'un soutien institutionnel, même si évidemment, on n'a pas du tout la même relation avec l'État centrafricain et avec l'État français. En Centrafrique, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous êtes une organisation humanitaire, enfin, nous sommes une organisation humanitaire, on agit sur le terrain et on ne peut pas être en rupture frontale avec les autorités centrafricaines parce que sinon on ne pourrait plus travailler et on mettrait en danger les gens. On pourrait éventuellement mettre en danger les gens qui travaillent avec nous.
De l'autre côté, il est bien évident que de toute manière, on est indépendant et qu'on doit rester indépendant, le plus indépendant possible. Donc, il faut trouver ce chemin. Alors après, il y a des indépendances qu'on cultive, il y a des indépendances évidemment qu'on renforce. Vous évoquez Wagner, le groupe paramilitaire russe. Il est bien évident que là, c'est une institution qui est totalement infréquentable, moralement, mais surtout qui est totalement infréquentable par sa dangerosité personnelle. Il est évident qu'en Centrafrique, et c'est aussi une grande école pour nous sommes amenés à, comment dirais-je, mettre en place des politiques et des plans de sécurité qui, des fois, peuvent apparaître trop drastiques pour certaines personnes qu'on invite et qui participent à nos missions d'expertise, mais c'est incontournable. La Centrafrique est un terrain dangereux, c'est une zone classée orange ou rouge selon les régions par le ministère des Affaires étrangères. Donc là, il y a un devoir de protection. Il n'y a évidemment pas en Guyane. En Guyane, simplement, on doit évoluer dans un climat qui n'est pas toujours extraordinairement cordial, mais bon, on en a vu d'autres. Voilà, de ce point de vue. C'est compliqué, mais c'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable. De pratiquer ce qu'on pratique, d'ailleurs, j'ai du mal à définir exactement le sens de notre activité, mais de travailler de manière indépendante nous a appris, au fond, à nous passer de certains soutiens. Et finalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Jean-Pierre, je vous remercie. On est pratiquement à la fin de ce moment passé ensemble. Je vais pas tarder à passer la parole et le micro à l'assistance. Il me reste 2 questions à vous poser. La première, c'est on a quand même malgré tout l'impression, quand on regarde votre CV et votre liste d'activités et quand on correspond un peu quotidiennement avec vous, que le voyage est quelque chose de très important pour vous. J'aimerais bien que vous en disiez un mot. Et puis ma deuxième question, je vous la pose tout de suite comme ça, en regardant, en relisant un certain nombre de vos papiers, en regardant ce que vous faisiez et en discutant avec deux de mes amis chers et maîtres qui sont Stéphane Audouin-Rousseau et Henri Rousseau, il y a une phrase qui me revenait, qui est « On ne peut pas réparer le passé ». Cette phrase, je pensais qu'elle était d'Henri Rousseau, mais en fait, j'ai été vérifié, elle est d'Aragon. Et voilà, j'aimerais bien que vous nous en disiez quelques mots, s'il vous plaît. Alors d'abord sur le voyage. Oui, j'aurais mauvaise grâce à dire que j'aime pas les voyages. Je suis très souvent trop souvent parti. J'ai un bilan carbone absolument catastrophique, mais ma seule excuse, c'est d'aller dans des pays où on ne peut pas aller en dehors de l'avion. Mais je crois que le voyage, ça fait partie d'un élément très important pour moi. Je suis pas né du bon côté, clairement. Je suis né pas du côté de Chamalières, mais du côté de la gare, du quartier. De l'avenue de l'Union soviétique. Voilà, exactement. Je suis né à quelques mètres de l'avenue de l'Union soviétique et j'ai habité rue de Châteauneuf. J'ai appris par ailleurs que la rue de Châteauneuf était l'ancien siège du Parti communiste. On n'échappe pas à son destin. Mais plus exactement, j'ai été beaucoup à Montferrand et dans des endroits que vous connaissez. Et au fond, je crois que le voyage a toujours été pour moi une espèce d'aventure qui m'a toujours tenté et que j'ai toujours tenté de construire dans ma vie. Je me disais au fond quand j'étais enfant que jamais je voyagerais. Mes parents n'ont jamais voyagé. Je viens d'une famille où mes grands-parents n'avaient jamais vu la mer. Et je me suis dit que les voyages, c'était une forme d'absolu. Je lisais beaucoup d'ouvrages de voyage. J'ai dévoré la collection Terre humaine chez Plon. J'adorais regarder les cartes. Et je me disais, peut-être un jour je serai là. J'irai là. Et je suis assez content d'y avoir été. Je suis assez content. J'ai une sorte de frénésie de découvrir des pays nouveaux, d'aller dans de nouveaux territoires, parce que je suis aussi un peu. Alors, je suis très curieux, je trouve que les voyages, c'est ce qui me rend moins stupide. Hein. C'est comme de lire un bon livre. Mais je pense toujours à cet enfant qui était devant sa carte Michelin. Là aussi, on n'échappe pas à ces dieux-là, si j'ose dire. Et qui se disait, un jour peut-être j'irai là. Ou un jour peut-être j'irai là. Ou simplement, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Et de ce point de vue-là, voilà, les voyages m'ont toujours beaucoup intéressé, beaucoup attiré. Oui, mais alors le corollaire de tout ça, c'est que vous êtes auvergnat, je suis auvergnat, on le sait très bien. C'est le corollaire, c'est le mal du pays et le retour à Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Le retour à Clermont-Ferrand, je ne sais pas. À certains égards, j'en suis jamais complètement parti. Ça reste ma ville, ça reste l'endroit où, quand je me promène, je suis chez moi, dans mon histoire, dans mes souvenirs. Après,
je ne suis pas sûr d'avoir envie d'y revenir, parce que le Clermont que j'ai connu n'existe plus, et peut-être il est fantasmé. Donc, et que souvent, quand je vais à Clermont-Ferrand, j'ai toujours la sensation d'être un peu un passager clandestin. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça renvoie d'ailleurs à votre deuxième question sur le passé. Est-ce qu'on peut réparer le passé? D'abord, le parrainage de Stéphane Rousseau ou d'Henri Rousseau était extrêmement prestigieux. Hein. C'est deux auteurs qui ont considérablement marqué, vous savez mieux que moi, la recherche historique et même le rapport au passé. En plus, si la phrase est Aragon, ça me va très bien, mais est-ce qu'on peut réparer le passé? Je ne pense pas qu'on puisse le réparer, mais je pense qu'on peut utiliser des méthodes qui permettent qu'il ne se reproduise pas nécessairement pour l'avenir. Je crois que, et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé l'histoire, et que j'aime beaucoup l'histoire, c'est qu'au fond, l'histoire, c'est une méthode de connaissance de réalité passée qui nous permet de nous projeter sur le futur, qui nous permet de nous projeter dans l'avenir, qui nous permet peut-être de comprendre la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et je ne sais pas si on peut réparer le passé, ça je ne pense pas. Je pense que toutes les victimes de génocide, de violences collectives, elles ont subi et elles subiront toujours le drame de la violence, et que leur communauté sera intimement porteuse de ces violences-là. Je crois que les Arméniens sont héritiers du génocide, les Amérindiens sont héritiers des violences qu'ils ont subies. Mais en même temps, si on ne peut pas réparer le passé, on peut faire en sorte que les violences du passé puissent peut-être servir de leçon pour éviter qu'elles se reproduisent. C'est le principe de la non-répétition que posait Louis Joinet. C'est le principe du fait qu'au fond, on est là pour tenter de changer le monde, très modestement. On est là pour tenter de changer le passé, pour tenter de changer l'histoire, pour tenter de faire en sorte que la violence ne se reproduise pas. Alors, on n'y arrive pas nécessairement, on n'y arrive même pas beaucoup, mais au moins on peut essayer. Et je ne sais pas si on peut réparer l'histoire ou le passé, mais en tout cas, on peut peut-être essayer de réparer certains aspects du passé. Merci Jean-Pierre. Je pense qu'il est désormais temps de passer la parole à la salle. Et donc vous pouvez, je ne sais pas si le logiciel permet que vous posiez vos questions à l'oral, mais si vous ne le pouvez pas, alors nous attendons vos questions dans le chat. Je les retransmettrai à Jean-Pierre. Voilà. Je vais refaire comme on fait d'habitude, hein, dire que la première question est toujours la question. Toujours plus dur, oui, bien sûr. Voilà, passons à la deuxième. Et que je préviens l'assistance que de toute manière, même s'il n'y a pas de question, moi je continuerai à parler. Donc on ne va pas s'échapper avant l'heure. Je suis complètement aveugle. Hein, je ne vois pas du tout les questions. Moi non plus. Non, mais les gens présents. Donc je ne. Alors peut-être si vous avez une question, Christian, moi, je vous ai posé les miennes. Hein, les questions que j'avais, vous leur avez quand même, vous en avez quand même répondu. Une des choses sur lesquelles j'aurais quand même voulu prolonger peut-être la discussion, c'est cette question de la réparation. J'avais l'impression, quant à moi, si vous voulez, que l'une des choses que l'on pouvait l'une des missions que l'on pouvait assigner à la justice en général, et notamment à la question du procès, mais je pense que le rituel de la commission vérité y revient, c'est le procès et les commissions vérité sont là pour mettre en place des récits du passé qui soient des récits qui sont fondés sur la confrontation, aboutissent à quelque chose qui est de l'ordre du consensus et qui permet de construire de l'avenir. Alors, c'est pas tout à fait ne pas répéter, ça n'est pas tout à fait ce que vous avez dit, mais je pense que là, il y a quelque chose peut-être qui pourrait rapprocher la position d'historien et du juriste ici. Moi, je fais partie des gens qui pensent que en effet, faire de l'histoire pour essayer d'éviter le prochain génocide, c'est un peu compliqué et ça peut pas se faire. Mais par contre, contribuer à la mise en place de récits qui sont des récits intériorisés par les acteurs, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et je pense que c'est sans doute une des choses que vous êtes en train de faire. Tout à fait. Enfin, tout à fait. Je ne sais pas si je suis en train de le faire, mais je crois que vous avez raison. Le travail collectif. Hein, là, non, mais je crois que vous avez raison sur la nécessité
de la mise en relief des discours. Et je pense que la commission vérité, c'est d'abord un endroit où on parle. C'est d'abord un endroit où on recueille la parole des victimes, mais aussi la parole des perpetrators, des coupables, pour ne pas dire des bourreaux. Et je crois que c'est une manière de réécrire l'histoire. Mais de réécrire l'histoire au sens de réécrire, c'est une forme nouvelle d'historiographie, parce que ça permet d'abord à des victimes d'écrire l'histoire. Souvent, on sait qu'elles ne sont pas nécessairement associées à l'écriture de l'histoire, surtout si elles ont été vaincues. Et c'est une manière également de comprendre. Et je dis bien de comprendre. Pas fatalement d'expliquer les mécanismes qui ont amené à des génocides. On parle de violences collectives, on sait, vous et moi, combien c'est des mécanismes qui sont absolument passionnants dans nos recherches, mais au fond, on tente par ça de répondre à la question qu'on entend toujours. Comment se fait-il que des êtres humains, a priori normaux, et Arendt rajouterait en plus marqués par une forme de banalité, puissent commettre des actes aussi extraordinaires, aussi extraordinairement violents, aussi extraordinairement inhumains. Et je crois que cette construction de l'inhumanité, ce que Semmelin appelle la rationalité délirante, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Et je ne suis pas sûr qu'un procès permette de la comprendre complètement, même s'il y a des choses dans les procès qui sont aussi très intéressantes. Mais on sait que le procès, c'est un dialogue un peu finalisé. Et il y a des éléments stratégiques. Vous connaissez, vous avez travaillé là-dessus, sur ces questions des stratégies discursives développées par des coupables devant les juridictions. Mais je crois que l'avantage de la justice transitionnelle, et je crois que c'est ce qui la place à l'interaction entre le droit et l'histoire, c'est de tenter de comprendre ce qui a amené le génocide. Je suis d'accord avec vous, nous, ni vous ni moi, n'arrêterons un génocide. Ce que nous écrirons ne sera pas un élément d'arrêt d'un génocide. Mais par contre, peut-être que ce que nous pouvons écrire, c'est une manière de comprendre pourquoi les génocides ont lieu. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des génocidaires? Comment on fabrique un génocidaire? Ça, je crois que ça, c'est intéressant. Et à bien des égards, un historien qui travaillerait sur sur des mécanismes d'entretien individuel ou de choses comme ça, il fait un travail qui, au fond, n'est pas très différent d'une commission vérité. Il fait un travail d'écoute. Et ça, je crois que c'est important de le rappeler. Et puis, je voudrais quand même signaler que certains historiens ont fait beaucoup plus pour la justice que certaines juridictions. Je pense au travail d'une amie commune, Raphaël Branche, sur la torture en Algérie. Depuis la thèse de Raphaël Branche, on peut clairement dire que désormais, on sait qu'il y a eu de la torture en Algérie. Et qu'il y a presque une démonstration scientifique qui vient pallier l'incapacité des juristes ou des juges à pouvoir fonctionner ces pratiques, soit pour des raisons de loi d'amnistie, soit pour des raisons de difficulté d'établissement des preuves. Donc je crois que de ce point de vue-là, l'historien est parfois un justicier. Merci, merci Jean-Pierre. Nous avons une première question de Leslie Cloud qui vous écrit ce qui suit. Bonsoir Jean-Pierre, une question par écrit. Déjà, toutes mes félicitations pour ce parcours et ces dynamiques tellement inspirants. Ma question serait de savoir si votre travail auprès des peuples autochtones a eu un impact sur votre manière de travailler ou encore votre approche de la justice transitionnelle. Merci. Alors oui. Les peuples autochtones, alors je dois confesser que les peuples autochtones, je m'y suis intéressé d'abord parce que j'aimais les voyages et qu'il y a une forme d'exotisme dans ces peuples qui ne vivent pas comme nous, n'ont pas le même rapport à la nature et ont gardé une forme de différenciation culturelle très forte. Ils sont devenus, malheureusement à leur corps défendant, mais ils sont devenus des sujets, presque le sujet principal aujourd'hui de la justice transitionnelle, parce que ce sont des peuples qui ont subi des violences de nature génocidaire. Même si on n'a pas un génocide de destruction classique, si j'ose dire, sur la base de la Convention de 48, la déconstruction culturelle, c'est un mécanisme génocidaire et au fond, ils vont disparaître peut-être pas en tant qu'être humain, mais en tant que peuple. Souvenons-nous du fameux slogan au Canada, faire tuer l'Indien pour sauver l'homme. Alors sauver l'homme, c'est pas un génocide, mais tuer l'Indien, c'est tuer un peuple. C'est donc la destruction d'un groupe. Donc ça a évidemment des interactions sur la justice traditionnelle. Est-ce que ça nous amène à changer notre rapport à la justice?
Alors, c'est un débat qu'on peut avoir avec Leslie, hein. On a travaillé ensemble, notamment vis-à-vis des peuples pygmées en République centrafricaine. Oui, oui, mais je dirais presque indirectement. C'est-à-dire que je pense par exemple que la question de la commission vérité en tant qu'institution, et Ghislain Otis le rappelait régulièrement, est assez proche des mécanismes de cercle de parole des peuples autochtones. Et on voit bien que c'est presque, la question de la commission vérité, c'est presque une forme de synthèse institutionnelle de plusieurs types de justice, dans cette forme de pluralisme juridique. Donc, de ce point de vue-là, oui, je pense que des notions comme le consentement éclairé, des notions comme la nécessité de la propriété collective, ou plutôt une nouvelle forme de propriété, sont des notions aujourd'hui qui deviennent fondamentales en droit et qui renvoient à la problématique des peuples autochtones. Mais Jean-Pierre, il pas faut que je encore vous développé. interrompe parce qu'on a d'autres questions Je vous en prie. Alors, je vais aller je vite. Ah oui, m'excuse. je vois qu'il y a plein de questions. Nous avons 3 questions. La première est une question d'Anne-Marie Hooper. Je la lis. Bonjour, sachant que le principe de non-répétition nécessite un suivi psychothérapeutique pour les victimes afin d'expurger les traumatismes psychiques, quelle place la commission vérité accorde-t-elle aux professionnels cliniciens experts sur le terrain? Première question. Je vous pose les autres, d'accord? Chloé Drieux vous dit « Merci beaucoup pour cette discussion que j'ai prise très en retard. Peut-être avez-vous déjà répondu, mais combien d'enfants sont concernés par les homes répartition garçons-filles? Quelle part cela représente-t-il de la population totale ?» C'est bien, Jean-Pierre, de prendre des notes, comme dans nos réunions syndicales de nos étudiants. Et troisième et dernière question, Zéra Brémond. Bonjour Jean-Pierre, une question peut-être pour revenir sur le processus exploratoire en Guyane. Peut-on en savoir plus sur les raisons et les manifestations d'opposition des autorités locales? Elle ajoute, et une remarque de manière générale, même si j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de vous le dire, mais je suis toujours aussi admirative et inspirée par votre parcours et vos réalisations. Un grand merci pour tout ce que vous avez semé. Voilà. C'est très gentil, c'est des questions qui sont trop flatteuses. Pour répondre dans l'ordre, à la première question, la dimension psychologique est extrêmement importante et à mon sens, il ne peut pas y avoir de justice transitionnelle sérieuse sans une prise en charge psychologique des personnes qui en auraient besoin. Cette prise en charge, elle peut intervenir à 2 niveaux. Alors après, ça dépend évidemment des moyens qu'on peut y consacrer. D'abord, pendant le déroulement de la commission vérité, pour aider, assister les victimes qui vont nécessairement être placées dans des positions de répétition de discours qui sont des discours difficiles, et donc on voudrait éviter autant que faire se peut les mécanismes de retraumatisation. Et puis bien sûr après la commission, parce que même si le terme est certainement un peu trivial, la réparation psychologique est extrêmement importante. Elle le sera d'autant plus que, par exemple, pour la question guyanaise, alors pour l'instant ce ne sont que des interrogations, mais on a travaillé avec des psychiatres qui nous ont déjà indiqué qu'il y avait en Guyane un taux extrêmement élevé de suicide, qu'il y avait en Guyane un taux extrêmement élevé de personnes souffrant de stress post-traumatique. Ils nous ont parlé d'un taux de 8 à 9% de la population, ce qui n'est pas rien du tout, au contraire. Donc évidemment, il faudra mettre en place la meilleure prise en charge possible. On réfléchit notamment à associer des psychologues et des psychiatres sur ces questions-là, notamment en matière de relations interculturelles. On a même eu, alors c'est l'exemple qui a été développé dans la Cour pénale internationale, excusez-moi, la question de la transmission intergénérationnelle du traumatisme. Donc là, pour faire simple et rapide, la dimension psychologique, elle est extrêmement importante dans cette affaire. Pour la deuxième question, Chloé, sur le nombre d'enfants concernés, je crois que ça a concerné, dans toute l'histoire de la Guyane, 2000 enfants. Alors, je n'ai pas la répartition garçon-fille, même si c'était une répartition globalement assez égalitaire, me semble-t-il. En tout cas, il y a des exemples significatifs de scolarisation des filles et des garçons. C'est une part très infime de la population totale guyanaise, parce que les peuples autochtones de Guyane, ont, comme tous les peuples autochtones de l'espace latino-américain, été quasiment en situation de disparition suite à l'arrivée des Européens. Et d'ailleurs, il y aurait quelque chose de très intéressant à étudier et qui a été suggéré l'autre jour dans une rencontre que j'ai pu faire à Walla-Yalimapo sur comment on prend en charge, parce que les documents historiques ne sont pas très importants, comment on prend en charge le traumatisme collectif d'un peuple qui a failli disparaître. Je crois que les Téco, notamment, ont été une petite cinquantaine à un moment, donc c'est un peuple qui a été un peuple en grand danger. Donc il y a cette question-là qui est importante, mais sur l'ensemble de la Guyane, ça correspond à peu de gens, mais
d'abord, ce sont les peuples premiers, et puis ils sont un des sens du droit moderne, c'est aussi de protéger les minorités, quelles qu'elles soient. Sur la question de Zera, alors c'est une question intéressante, un peu embarrassante, parce que le but n'est pas de se poser en procureur. Les raisons du blocage, je pense que les raisons du blocage, elles sont d'abord cette espèce de prévention qui consiste à dire, au fond, ce sont des mécanismes de profonde déstabilisation sociale. On va remonter au passé. Alors, bien sûr, il y a aussi le fameux fantasme de l'universitaire décolonisateur islamo-gauchiste, pour reprendre une expression qui avait fait Flores à une certaine période, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais je pense qu'il y a cette prévention-là. Il y a peut-être la peur d'avoir des réparations très, très importantes. Il y a aussi la structure globale du système politique guyanais qui fait que aujourd'hui, il y a des tensions autour des 400 000 hectares de terre qui doivent être restitués aux peuples autochtones, il y a des tensions autour de la CEOG, qui est une implantation électrique dans un village, dans une communauté amérindienne, où les choses ne se passent pas très bien. Donc, il y a un contexte. Il y a un contexte un peu compliqué qui fait que, voilà, je pense qu'on se méfie, mais au-delà de là, et mon but n'est pas d'excuser mes interlocuteurs, mais je pense que c'est aussi la marque et le symbole d'une certaine méconnaissance de la justice transitionnelle dans l'environnement intellectuel français. C'est-à-dire qu'on vit la justice transitionnelle souvent, soit comme la reproduction de Nuremberg est donc fait pour des crimes extraordinairement graves. C'est un argument qu'on m'a donné. Hein. On n'est pas en Afrique ici, on n'est pas au Rwanda. Mais évidemment, on n'est pas au Rwanda, mais la justice transitionnelle, il y a plein d'endroits où on l'a fait sans qu'il y ait de génocide véritable. Le ministère des Affaires étrangères a une doctrine là-dessus de 5 situations possibles. Et on l'a vu notamment pour des conflits sociaux. La Grande-Bretagne a mis en place, enfin l'Écosse a mis en place une commission vérité pour tenter d'amnistier les mineurs écossais grévistes de la grande grève de 84-85 contre Margaret Thatcher. Donc on est vraiment dans une pratique, il faut décomplexer la justice traditionnelle et la rendre moins forte. Donc je pense qu'il y a une méconnaissance de ce qu'est aujourd'hui la justice traditionnelle, et puis il y a cette espèce de fantasme sur la repentance, le jugement de l'histoire. Je crois que moi je reste à penser, mais peut-être on ne peut ne pas être d'accord avec moi, que le meilleur moyen d'assumer son histoire, de traiter son histoire et de renforcer c'est d'abord d'assumer ses lacunes. C'est d'abord d'assumer. Je crois que la République, elle est suffisamment forte pour assumer un certain nombre d'erreurs, pour assumer un certain nombre de pratiques qui ont été condamnables, qui ont même parfois été commises en toute bonne foi. Elles sont passées. On ne répare pas l'histoire, mais on n'est pas obligé non plus de célébrer les violences qui ont été commises sous prétexte d'un patriotisme là qui serait certainement un peu déplacé. Merci Jean-Pierre. Je regarde s'il y a d'autres questions, mais pour l'instant, je n'en ai pas l'impression. Est-ce que quelqu'un voudrait poser encore une question ? Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait non pas le tour de la question, mais en tout cas le tour des questions que je voulais vous poser. Il me reste à vous remercier, l'assistance, à vous remercier vous Jean-Pierre et vous Magali pour l'organisation. Je vous rappelle que la prochaine séance de ce séminaire, 3e séance, aura lieu le 23 mars à 18h et que c'est l'historienne Chloé Drieux qui répondra aux questions qui lui seront posées à ce moment-là. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.